J'étais à 3 secondes de conclure la négociation de ma carrière. Le contrat de ma vie, quand l'écran est devenu noir, ce n'était pas une coupure de courant. J'ai pivoté sur ma chaise pour découvrir ma mère, Martine, debout, le câble d'alimentation de mon ordinateur pendant de sa main, inerte comme un serpent mort. À côté d'elle, mon frère, Théo, souriait, agrippant une enseigne au néon bas de gamme où l'on pouvait lire Théo en livre. Ma mère n'a même pas cillé. Elle a juste pointé la porte du doigt et a dit « On a besoin de cette prise pour la marque de ton frère. Toi et tes petits trucs à taper. Tu peux faire ça à la cave. » Avant que je vous raconte ce qui s'est passé quand la lumière s'est éteinte, laissez un commentaire. Quelle est la phrase? La phrase qu'un membre de votre famille vous a dite et qui vous a fait claquer la porte pour de bon, je veux savoir. Je ne suis pas la seule. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste fixé mon propre reflet dans l'écran éteint, regardant le fantôme d'un contrat à 45 000 € se dissoudre dans le néant. Je m'appelle Camille. J'ai 29 ans et je gère à distance des crises à haut risque pour des entreprises du CAC 40. Mon métier, c'est de réparer les désastres. Mais en regardant le visage suffisant de ma mère et le sourire puéril de mon frère, j'ai compris que j'avais commis l'erreur fatale essayer de gérer le désastre qu'était de ma propre famille. D'accord, j'ai dit. Le mot était si bas, presque un murmure. Martine a cligné des yeux, sa prise sur le câble se desserrant légèrement. Elle s'était préparée à une dispute, à des larmes, aux supplications habituelles qui lui donnaient une telle ivresse de pouvoir. Elle ne savait pas quoi faire de mon silence. Théo a juste ricané, branchant son enseigne au néon là où mon poste de travail se trouvait quelques secondes plus tôt. « Amuse-toi bien dans le donjon !» a-t-il lancé, me tournant le dos pour ajuster sa ring light. « Fais gaffe à pas tomber dans les escaliers !» Je me suis levée. Je n'ai pas regardé la porte de la cave. Je n'ai pas regardé le chaos de câbles qu'ils avaient créé. Je me suis dirigée vers mon bureau. J'ai débranché mon ordinateur portable et l'ai glissé dans mon sac en cuir. J'ai attrapé mes disques durs externes, mon passeport et l'unique dossier de documents que j'avais gardé dans le tiroir du haut, précisément pour ce moment. « Tu vas où ?» a demandé Martine, sa voix acérée par la suspicion. « La cave, c'est par là. » « Je sais où est la cave, » ai-je répondu. Je suis passée devant elle, mes talons claquant en rythme sur le parquet. J'ai atteint la porte d'entrée et je l'ai ouverte. L'air du soir s'est engouffré, frais et mordant, avec un goût de liberté. « Camille, » a-t-elle aboyé, « n'ose même pas sortir d'ici, si tu pars. N'espère même pas trouver une assiette en rentrant. » Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai mis un pied sur le perron et j'ai refermé la porte derrière moi. Le déclic du verrou a été le son le plus satisfaisant de toute ma vie. Je n'ai pas appelé un ami pour dormir sur un canapé. Je n'ai pas erré sans but. J'ai commandé un VTC et j'ai donné au chauffeur une adresse dans le quartier de la Défense. 20 minutes plus tard, j'étais dans le hall d'une tour de verre et d'acier. Passant une carte magnétique sur le lecteur, l'ascenseur m'a emporté en silence jusqu'au 30e étage. J'ai déverrouillé la porte 30B et je suis entrée. L'appartement était sobre, il sentait la peinture fraîche et le champ des possibles. Il n'y avait pas de cave ici, pas d'enseignes au néon, pas de cris. J'avais signé le bail 2 semaines plus tôt, un filet de sécurité secret que j'avais prié de ne jamais avoir à utiliser, mais que j'avais préparé au cas où. C'était élégant, moderne et terriblement cher. Mais alors que je verrouillais la lourde porte en acier derrière moi, le prix n'avait plus d'importance. Je me suis approchée des baies vitrées et j'ai regardé la grille lumineuse de la ville en contrebas. Quelque part au loin, dans une maison exiguë de la banlieue pavillonnaire, ma mère et mon frère riaient probablement, pensant que je faisais juste un tour du pâté de maison pour me calmer. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient m'avoir banni dans l'ombre pour pouvoir briller. Ils n'avaient aucune idée que je n'avais pas seulement quitté la pièce. J'avais quitté l'immeuble et j'avais emporté les fondations avec moi. Je me suis assise sur le sol de mon nouveau salon, le parquet frais sous mes jambes. C'était silencieux, pas le silence lourd et chargé de la maison de ma mère, où l'air semblait toujours retenir son souffle avant un cri, mais un vrai silence, vide et apaisant. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est illuminé de bleu dans la pénombre, projetant de longues ombres sur les murs nus. Je n'ai pas ouvert mes emails professionnels ni consulté les réseaux sociaux. J'ai ouvert un tableur que j'avais simplement nommé « Le Grand Livre ». Pendant des années, j'avais traité ce document comme un journal intime,
un endroit où déverser ma frustration en chiffres plutôt qu'en mots. Mais ce soir, en regardant les totaux, ça ne ressemblait pas à de la frustration, ça ressemblait à un acte d'accusation. J'ai fait défiler jusqu'en haut. Le prêt immobilier était la première ligne. 30 000 € par an il y a 3 ans. Martine avait pleuré à la table de la cuisine, un avis de saisie à la main, me disant que nous allions perdre la maison familiale à cause d'erreurs administratives avec sa pension. Elle avait besoin que je me porte garant pour refinancer. Juste une signature, avait-elle promis. Juste une formalité. Mais la formalité s'est transformée en moi payant les mensualités pendant qu'elle dépensait ses revenus pour soigner les apparences. J'avais acheté le toit au-dessus de la tête de la femme qui venait de me jeter à la cave. J'ai continué à faire défiler le setup de streaming de Théo. 4 500 € financés à mon nom parce que sa capacité d'emprunt était inexistante. La caméra, le PC sur mesure, le fauteuil, ergonomique plus confortable que celui qu'il venait de me retirer. Même cette enseigne au néon qu'il tenait comme un trophée. J'étais propriétaire de tout. J'étais l'investisseur silencieux dans une entreprise qui ne produisait que du bruit et un sentiment de dû. Puis il y avait les frais médicaux. Des milliers d'euros transférés à Martine pour des spécialistes et des traitements qui ne semblaient jamais aboutir à un diagnostic ou à une ordonnance. Je savais au fond de moi que ces paiements allaient en réalité à des casinos en ligne et des ventes privées, couvrant les dettes d'une femme qui avait plus besoin de paraître riche que d'être honnête. J'ai regardé le total. La somme, c'était stupéfiante. Mais ce qui m'a frappé plus durement, c'est la psychologie derrière tout ça. Je me demandais souvent comment il pouvait me traiter comme une servante, alors que c'était moi qui payais les factures. Comment Théo pouvait-il se moquer de mon travail, alors que mon travail finançait son passe-temps? Comment Martine pouvait-elle me regarder de haut, depuis un piédestal que je lui avais construit? Et là, en regardant les chiffres, j'ai enfin compris. C'est une forme de folie particulière, l'illusion de pouvoir qui vient d'un portefeuille vide. Martine et Théo ne voyaient pas l'argent comme un cadeau. Ils ne le voyaient pas comme une bouée de sauvetage. Ils le voyaient comme un tribut. Dans leur esprit, leur statut de mère et d'enfant prodige était une qualité intrinsèque, un droit divin qui surpassait l'économie. Ils croyaient détenir le pouvoir en raison de qui ils étaient, et je payais les factures en raison de qui je n'étais pas. Ils pensaient que je payais pour le privilège d'être dans leur orbite. Ils ont confondu ma coopération avec de la soumission. Ils pensaient que ma générosité était un impôt que j'étais légalement obligée de payer pour exister dans leur monde. Ils avaient bâti un château sur les fondations de ma culpabilité, oubliant complètement que c'était moi qui coulais le béton. Ils pensaient que leur pouvoir était réel. Ils ne réalisaient pas que c'était un service par abonnement. J'ai fermé l'ordinateur. La lumière bleue a disparu, me laissant dans l'obscurité paisible d'un appartement payé. Sécurisé et entièrement à moi, ils pensaient m'avoir expulsée. Ils n'avaient pas compris que quand on expulse la banque, on ne garde pas la maison. Je n'étais plus seulement une fille ou une sœur, j'étais une créancière, et la banque était officiellement fermée. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil, pas la faible lueur grise qui filtrait à travers les stores de mon ancienne chambre, mais un soleil matinal, vif et sans entrave, inondant les baies vitrées de mon nouvel appartement. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas été réveillée par le son de porte qui claque ou par Martine criant à cause d'un sèche-cheveux manquant. C'était silencieux, c'était paisible. Et puis mon téléphone a vibré sur la table de chevet. J'ai roulé sur le côté et je l'ai pris. Il était 8h15. L'écran de notification était rempli de messages, mais aucun ne demandait où j'étais. Aucun ne demandait si j'étais en sécurité. Maman, Internet rame, Théo peut pas streamer, redémarre la box. Et si a des étassés de maman. Maman, Camille, tu dors? Règle ça. Il a une collab dans 10 minutes. J'ai fixé l'écran, laissant les mots s'imprégner. Elle n'avait pas réalisé que j'étais partie. Elle pensait sincèrement que j'étais en bas, dans la cave humide et non finie, aboudée sur un tas de linge, attendant son ordre de remonter pour servir la famille. Dans son esprit, je n'étais pas une personne qui était partie, j'étais un appareil électroménager temporairement défectueux, puis est venue la notification d'Instagram. Théo Live vous a mentionné dans sa story. J'ai cliqué. La vidéo a rempli mon écran. C'était Théo, assis dans mon ancien bureau, son nouveau studio.
baigné dans la lueur violette de la ring light que j'avais payée. Il portait un casque que je lui avais offert pour Noël. Il regardait la caméra en faisant ce faux rire d'influenceur surénergique. « Yo la team, désolé pour le lag !» a-t-il dit en levant les yeux au ciel de manière théâtrale. « On a quelques soucis techniques ce matin. Vous savez ce que c'est quand vous avez des jaloux dans votre vie qui supportent pas de vous voir réussir ? Mais certains préféreraient de vous traîner à la cave plutôt que de vous voir briller. » Il a fait un clin d'œil à la caméra. « Mais on laisse pas les rageux gâcher le stream. Du lourd arrive. Restez connectés. » Je l'ai regardé 2 fois, jalouse. Il pensait que j'étais jalouse. Il pensait que j'étais assise 3 mètres sous lui, bouillonnant de jalousie pour ses 32 spectateurs et son enseigne au néon. Désespéré de saboter son ascension vers la gloire, il ne comprenait pas que je n'étais pas la rageuse à la cave. J'étais la PDG de l'infrastructure sur laquelle ils se tenaient. Ils n'étaient pas inquiets, ils n'étaient pas désolés, ils étaient arrogants, ils étaient si profondément ancrés dans l'illusion que j'avais besoin d'eux, que mon existence tournait autour de leur approbation, que l'idée que je puisse réellement partir ne leur avait même pas traversé l'esprit. Ils prenaient le silence de la cave pour de la soumission. J'ai posé le téléphone sur le plan de travail en marbre. Une clarté froide et tranchante m'a envahi, chassant les derniers lambeaux de culpabilité. Je m'étais inquiétée pour eux. J'avais passé la moitié de la nuit à me demander si j'avais été trop dure, si j'aurais dû laisser un mot, s'ils s'en sortiraient. Mais ils allaient bien. Ils allaient mieux que bien. Ils se nourrissaient du drame, utilisant ma punition comme contenu pour leur récit. Ils ne voulaient pas d'une sœur ou d'une fille. Ils voulaient un ticket de support technique. Ils voulaient un punching ball. D'accord, ai-je dit à la pièce vide. S'ils voulaient me traiter comme un prestataire de service, j'agirais comme tel. Et quand un client arrête de payer et commence à abuser du personnel, on ne se dispute pas avec lui, on n'essaie pas de le raisonner, on résilie le contrat. Je me suis assise à mon îlot de cuisine, une tasse de café noir fumant à côté de mon ordinateur portable. Dans ma vie professionnelle, quand un client refuse de payer et rompt le contrat, nous n'envoyons pas de SMS de colère. Nous ne négocions pas avec les terroristes. Nous lançons simplement une procédure de recouvrement des actifs. J'ai ouvert le navigateur. Mes doigts ne tremblaient pas. Je n'étais plus en colère, j'étais clinique. J'étais un chirurgien retirant un tissu nécrosé. D'abord, le fournisseur d'accès à Internet, le compte était à mon nom. Je n'avais pas besoin de pirater quoi que ce soit ou de deviner un mot de passe. J'étais propriétaire de l'infrastructure. J'ai navigué jusqu'à l'onglet de gestion du service. Il y avait un bouton en bas de la page, rouge et invitant, résilier le service. Ah, j'ai cliqué. Effet immédiat. Ensuite, le fournisseur d'électricité. Je ne pouvais pas couper instantanément, je n'étais pas un monstre. Et il y avait des lois à ce sujet. Mais je pouvais programmer une coupure. J'ai rempli le formulaire numérique, joint une copie de ma résiliation de bail pour l'ancienne adresse et fixé la date à 48 heures plus tard. C'était un préavis de courtoisie, un avertissement de 2 jours pour trouver un nouvel hôte à leur mode de vie parasitaire. Puis est venu le coup de grâce. J'ai ouvert le portail de financement du magasin d'électronique haut de gamme où j'avais acheté toute la carrière de Théo, le PC à 4 500 €, les 2 écrans, la caméra, le microphone, même le fauteuil ergonomique que maman avait vendu. J'avais tout financé avec un contrat de paiement, en plusieurs fois à mon nom. Il y avait une clause dans les petits caractères appelée « restitution volontaire ». Elle permettait au débiteur, moi, de rendre le bien pour solder le compte si les paiements ne pouvaient être effectués. J'ai lancé la demande. J'ai indiqué l'emplacement des actifs, 24 rue des Chênes, salon, studio. J'ai coché la case pour une récupération accélérée. J'ai fermé les onglets. Le travail administratif était terminé. Maintenant, je n'avais plus qu'à assister à l'exécution. J'ai ouvert Twitch sur mon 2e écran. Théo était en direct. Il était en pleine partie de Call of Duty, hurlant sur un coéquipier dans son casque. L'enseigne au néon « Théo en live » bourdonnait derrière lui, baignant la pièce d'une lumière violette maladive. Le chat défilait vite, principalement des bots et quelques adolescents qui l'encourageaient. « Putain, ça lag encore !» a-t-il crié en frappant du poing sur le bureau. « Ah, cette connexion est pourrie. Ma sœur a touché à la box avant de se barrer. Je te jure, c'est une vraie psycho. » Même un petit
Attendez. Il s'est arrêté, penchant la tête. Un son a percé l'audio de son stream, le carillon aigu et insistant de la sonnette. Si, attendez, le chat, a-t-il marmonné en retirant son casque. Sûrement la pizza. Il a disparu du cadre. La caméra est restée fixée sur la chaise vide, le trône en cuir coûteux que je payais encore. J'ai pris une gorgée de mon café. Des voix étouffées provenaient du couloir, d'abord confuses, puis montant en intensité. Comment ça, une saisie? La voix de Théo s'est brisée. C'est ma mère qui a acheté ça. Vous pouvez pas le prendre. Une voix plus grave a répondu. Calme, hélas. Le contrat de financement est au nom de Camille. Elle a autorisé la restitution des biens. Écartez-vous, monsieur. Théo a fait irruption dans le champ, le visage blême, le téléphone à la main. Maman, maman, il y a des mecs. Ils prennent tout le matos. 2 hommes en combinaison bleue sont entrés dans le champ. Ils se fichaient du direct. Ils se fichaient de sa marque. L'un d'eux a débranché la tour du PC. Le stream s'est figé une seconde, puis a repris en saccadé lorsque la connexion de secours s'est activée. L'autre homme l'a commencé à démonter la ring light. « Vous pouvez pas faire ça !» Théo a hurlé, attrapant l'écran. « Je suis en direct. J'ai 300 spectateurs. » Lâchez le moniteur. « Monsieur !» a dit l'agent de recouvrement. Sans même lever les yeux, Martine est apparue dans l'encadrement de la porte, les cheveux en bigoudi, serrant son peignoir. « Qui vous envoie? Je vais appeler la police, c'est du harcèlement. »« Calmez-vous, madame, » a dit l'homme en soulevant la tour sans effort. La procédure est ce numérique, tout est ce légal. Et ton bon moçon, t'en as kéké. Théo a regardé la caméra, les yeux écarquillés par une panique authentique et non filtrée. Pour la première fois, il ne jouait pas un rôle. Il réalisait que la boîte magique qui lui donnait son identité n'était en fait qu'un tas de plastique et de métal qui appartenait à quelqu'un d'autre. « Camille !» a-t-il murmuré, regardant droit dans l'objectif. « Camille, arrête ça. »« Pom, data mountain and mighty. » L'agent de recouvrement a tendu la main vers la webcam. L'écran est devenu noir. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai laissé le silence s'installer. Je ne ressentais aucune culpabilité, seulement du soulagement. La menace avait disparu. Je me suis versé un verre de vin dans mon appartement sécurisé, certaine qu'ils ne pourraient pas m'atteindre ici. Puis les coups ont commencé. « Police, ouvrez la porte. » Avant que je puisse réagir, des policiers ont forcé l'entrée, m'ont menotté et m'ont accusé de fuite après un cambriolage et un vol signalé chez ma mère. Théo avait appelé le 17. Il avait prétendu que j'avais agressé notre mère et volé son équipement. J'ai alors compris que ce n'était pas de la colère, c'était une escalade. Pour eux, mes limites étaient un vol. Perdre l'accès à mon argent ressemblait à un abus. J'ai demandé à l'officier de vérifier mon téléphone. Les contrats de financement, les reçus et la confirmation de restitution étaient tous à mon nom. La certitude dans la pièce s'est fissurée. Ils m'ont enlevé les menottes, puis mon téléphone a sonné. Ma mère, en haut-parleur, elle exigeait de savoir si j'avais été arrêtée. Théo criait à propos de son ordinateur. L'officier a pris le téléphone et les a informés qu'il venait de faire un faux signalement à la police, un délit pénal. Une unité était en route pour leur domicile. Quand les policiers sont partis, le silence est revenu, mais cette fois, il était définitif. Les rêves d'influenceurs de Théo sont morts avec un casier judiciaire et une mise à l'épreuve. Ma mère a perdu la maison en quelques mois lorsque mon soutien financier en a disparu. Je ne les ai pas détruits, j'ai simplement arrêté de les soutenir. Debout sur mon balcon maintenant, je bloque leur numéro. Pas par colère, mais parce que ma paix est trop précieuse pour être bradée. Si vous avez un jour réalisé que vous n'étiez qu'un portefeuille pour des gens prêts à vous détruire sans hésiter, quel a été votre déclic?